conférence, messieurs les organisateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, permettez-moi avant tout de remercier les organisateurs de cette conférence pour m'avoir invité pour parler des diamants de la République démocratique du Congo et spécialement ceux de la MIBA dans l'espace kassaïen. Mon exposé va s'articuler autour de 4 points importants. La problématique sur le diamant, la production du diamant, la création de nouvelles sociétés et la conclusion. Quant à la problématique sur le diamant, je représente, comme on le dit, la société MIBA qui a 80% de parts sociales et une société privée belge, Sibeka, qui a 20% de parts sociales. La MIBA a dans le Kasaï 78 000 km², située à cheval de 2 provinces qui sont voisines, la province du Kasaï oriental et la province du Kasaï occidental. Ici, il faut retenir que ces gisements de diamants n'ont été exploités qu'à un niveau de production faible pendant plus ou moins 90 ans d'activité du secteur industriel. Ce qui est connu, les populations des contrées qui y vivent sont restées pauvres et continuent à vivre dans la misère. Le management de la MIBA a décidé la subdivision de sa concession de manière à conclure des contrats de partenariat avec des groupes miniers internationaux crédibles, techniquement, financièrement, pour la mise en valeur des gisements précités à travers la constitution de entreprises conjointes. Notre exposé vise à montrer que le développement de l'espace kassaïen est possible et réalisable à partir de la mise en valeur des gisements de diamants de la MIBA. En effet, conformément aux dispositions des différents protocoles d'accord de partenariat, la construction de 3 à 4 nouvelles mines dans l'espace kassaïen sur un horizon de 3 à 5 ans s'accompagnera des actions de développement en faveur des populations locales dans les domaines de santé, de l'habitat, de l'adduction d'eau potable, de l'énergie, des infrastructures routières, etc. Il s'agit de souligner l'importance de la volonté politique et de l'implication des gouvernements dans la gestion des ressources naturelles de la RDC comme un facteur important qui contribue au développement et à la reconstruction du pays. En effet, le dossier de partenariat de la MIBA a reçu l'aval du gouvernement de la RDC depuis le 28 octobre dernier, ce qui a permis à la haute direction de la MIBA de procéder à la signature de protocoles d'accord avec les sociétés de Beers, DJI, respectivement le mercredi 9 novembre et le jeudi 17 novembre 2005. De Beers et DJI sont 2 des 3 groupes miniers concernés par la création des jointes ventures dans l'espace kassaïen, à côté de l'entreprise Niznei Lenskoy, avec laquelle la MIBA est en passe de conclure un accord de partenariat dans la semaine. Les négociations avec une 4e société, BHP Billiton, sont en cours et devraient également être finalisées dans les prochaines semaines et avec la société indienne pour un partenariat sur l'exploitation des diamants de la rivière Sankuru. Ces projets de partenariat sont bénéfiques, aussi bien pour la MIBA, pour l'État congolais que pour les communautés locales, au profit desquels il est prévu l'exécution sans faille des programmes de développement. Parlons un peu de la production des diamants. Les 5 dernières années, nous voyons ce qui est en rouge, c'est l'expansion du diamant artisanal, et ce qui est un peu bleu, ce qui est bleu, c'est le diamant industriel. Il faut noter qu'en République démocratique du Congo, RDC, 90% de la production des diamants artisanaux proviennent essentiellement de 2 provinces du Kasaï, dont le Kasaï oriental et le Kasaï occidental, soit ce que je peux appeler ici l'espace kassaïen. Nous voyons le tableau de la production
Il représente plus ou moins un total de... vous avez 28% ou 30% qui viennent de l'industrie, plus ou moins 70% venant de l'artisanal. Quels sont les types de production de diamants? Il y en a 3 sortes, venant d'une même origine, mais ils sont exploités différemment. Une d'exploitation, c'est l'exploitation artisanale. La deuxième exploitation, c'est qu'on appelle semi-industrielle. Et la troisième, l'exploitation, la production industrielle. La production artisanale, la zone d'exploitation du secteur artisanal. L'espace kassaïen se trouve sur le plan géologique en plein craton angolo-kassaïen dans lequel la problématique d'avoir des kimberlites diamantifères économiquement exploitables est très grande. Des kimberlites localisés dans ces cratons angolo-kassaïens est né un champ diamantifère détritique très riche, dont les élivions et alluvions, où ça donne les creuseurs. Donc l'origine, la base, c'est la kimberlite, et tout ce qui est venu après vient de la kimberlite. Nous montrons dans ce plan-là juste un contour d'un craton qui montre l'Angola et le Kasaï, parce que ici, je vais m'arrêter à aller très vite. Tous les diamants au monde, on les trouve à travers les cratons, que ce soit en Australie, que ce soit au Canada, que ce soit à Sierra Leone, que ce soit en Russie. C'est à travers le craton qu'ils sont trouvés les diamants. Ils sont localisés à certains endroits. Et nous en avons au Congo et en Afrique. Et la probabilité d'en trouver un peu plus riche est beaucoup plus au Congo et en Angola. Parce qu'il faut retenir que dans ces cratons, c'est là où il y a la kimberlite. On n'entre pas dans la géologie. Il y a la kimberlite, mais cette kimberlite, sur 1000 kimberlites, il y en a 15 qui sont valorisables. Sur le 20, il y en a plus ou moins 2% qui sont économiquement exploitables. Et le 2%, cette probabilité est très importante en Afrique et particulièrement au Congo. Et dans ces secteurs d'Angola, Angola du Kasaï. Donc, les cartes ci-dessous illustrent l'emplacement de la zone cratonique dans le 2 Kasaï et la concession MIBA de 78 000 km². D'une façon générale, nous pouvons déduire du tableau qui est là qu'un tiers, soit 30% plus ou moins du craton angolo-kassaïen, se retrouve en RDC et les 2 tiers en Angola. Alors, sur le 30% qui est au Congo, 65% se situe dans l'espace kassaïen. Vous en avez 15 à Bandundu et plus ou moins 20 au Katanga. Là-bas, je montre un peu une photo avec la méthode d'exploitation dans les secteurs artisanaux. Il y a plus ou moins 2 méthodes qui sont utilisées en production. Vous avez la méthode d'exploitation en mine à ciel ouvert, dite par cratère, avec des moyens rudimentaires qui sont utilisés pour une extraction du gravier et de la production cara. Et les moyens rudimentaires sont les pelles, les petites pelles sont les seaux, sont les petites pompes pour le douanage de la mine, ce sont les tamis et ce sont le triage qui s'est fait manuellement. La profondeur de ces mines avoisine souvent les 30 mètres de stérile. Les graviers qu'on trouve à plus ou moins 10 cm et autour de 1,5 m ou plus. Le nombre de creuseurs, plus ou moins, avoisine une centaine dans cette exploitation. Ici, je vous parle de l'histoire que je vis chaque jour. Hein. On les voit, on les vit, on est dedans chaque jour. Et pour atteindre les gisements, l'exploitation dans son entièreté dure plus ou moins 3 à 6 mois. Sur le plan de sécurité minière, les risques d'éboulement de la mine est moindre. C'est à l'arrivée de la force de pluie que l'exploitation s'arrête. Bon, au Kasaï, il pleut plus ou moins 9 mois de pluie par an. La deuxième méthode utilisée, c'est la méthode souterraine. Cette méthode, on fait des puits. Je vais montrer un peu sur cette photo-là, avec des dimensions plus ou moins. Vous avez 20 mètres, vous avez 10 mètres, et de l'autre 15 mètres. Dans une petite surface de 240 mètres carrés, le flèche rouge là montre autant de puits qu'il y a. Il y a beaucoup de puits, chacun a fait son puits. Et ces puits-là, bon, je vais un peu en décrire ici. Par un creusement d'un puits vertical, de diamètre variant entre 1 et 2 mètres, et d'une profondeur variable suivant la profondeur à laquelle se trouve la zone des graviers qui est en bas,
les creuseurs atteignent la couche graveleuse contenant le diamant. Cette couche varie entre 10 cm et 1 mètre. Le creuseur ayant atteint le gravier au fond du puits, le poursuit le plus loin possible de l'entrée du puits à la sortie du puits. L'extraction du gravier s'est faite au front à l'aide d'une pelle. Donc il a une pelle et le mineur étant couché, souvent couché, tenant compte de la hauteur faible de la galerie. Cette galerie peut s'étendre à une chambre horizontale à des dimensions disproportionnées. Les graviers est chargé dans des sacs au front, évacué au pied du puits et transporté à l'aide d'une corde par un système de treuil manipulé par les creuseurs situés à la surface. L'accès au gisement par cette méthode souterraine est très rapide. Dans 1 mois ou 2, il atteint les gisements. C'est comme je le dis tantôt, sur une petite surface de 240 mètres, on y a trouvé plus ou moins 8 puits, soit 3 mètres carrés par puits. C'est une source de l'instabilité en souterrain du terrain qui crée beaucoup d'accidents et des accidents mortels. Les accidents sont souvent mortels suite à la non-maîtrise par les creuseurs de problèmes de stabilité des terrains et n'ayant aucune notion de soutènement, les creuseurs sont pris au piège par des éboulements et en meurent. L'aérage est très souvent difficile, d'où on a beaucoup de maladies pulmonaires. Le nombre de creuseurs, il y en a beaucoup, on en compte par milliers. D'autres disent que dans chaque parcelle au Kasaï, vous trouvez un creuseur, dans chaque maison. Il y en a tellement beaucoup que leur nombre n'est pas connu. Ils touchent plus ou moins en moyenne 20 à 30 $ par mois. L'âge, c'est de 8 à 45 ans. Le niveau de pauvreté est très élevé. Okay, je dois aller très vite. Quelle est l'origine de ces fléaux? Il y a l'origine politique, je n'entre pas en détail. Il y a l'origine économique. Sur le plan politique, il y avait de mauvaises décisions qui étaient prises à l'époque, en 60, et puis la libéralisation en 82. Quant à la production semi-industrielle, cela s'est fait sur des dragues, avec une pompe, avec des plongeurs. La production industrielle, c'est l'Amiba qui l'a fait avec Sengamine. Cela évolue à un moment très bien. Actuellement, elle est fortement en régression, cette production industrielle. Des actions de Seigneur temps l'a fait remonter. Il y a beaucoup d'investissements que nous avons réalisés, dont les nouvelles laveries, dont une drague, dont au point de vue énergétique. Je vais passer tous ces points et aller sur les recettes des diamants au monde pour montrer le Congo par rapport aux autres pays au monde, quelles sont les recettes des diamants. Le Congo, qui est scandaleusement riche, ne participe qu'à 5% des recettes au monde sur les recettes des diamants. Le Botswana a plus ou moins 30%, il y a la Russie, il y a l'Afrique du Sud, et nous, le Congo, c'est 5% avec l'Amiba 2%. Quel est l'impact du diamant? Il est insignifiant, on n'a pas d'eau, il y a des érosions, il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'école, il y a assez bien de problèmes. La concession de l'Amiba, comme je l'ai dit, est très grande et de 78 000 km². Quelles sont les actions que nous prenons dans cela? Et on va passer rapidement à la conclusion. Les actions les plus importantes qui sont faites pour améliorer ces points, aider à ce que nous sortons de ce sous-développement, nous avons jugé de partager cette concession. Nous avons eu des contacts assez sérieux, assez fructueux, et nous sommes à ces conclusions avec des grandes sociétés. Nous avons signé au courant de ce mois des partenariats avec la DBURS sur une certaine superficie de notre concession. On en a signé, comme je le dis, avec DJI, et on va le signer sur la rivière Kasaï avec une société, Nizhneskoye, d'ici la semaine, et il y a des négociations avec BHP. Qu'est-ce que nous gagnons? Nous y gagnons pour l'État des gains assez considérables. Des simulations économiques nous les a montrées.
Nous gagnons plus ou moins 50% des cash flows pour l'État. Nous gagnons pour la MIBA et nous gagnons pour la population. Et création dans cet environnement, nous pensons dans un délai de 5 ans, à la période des croisières de la production, arriver à créer dans les secteurs autour de 10 000 emplois. Et les sociales, la création des infrastructures de base, les routes, les écoles, l'eau potable, et ainsi de suite. En conclusion, l'exploitation artisanale, sans encadrement, est destructrice pour la jeunesse congolaise et accentue d'une façon exponentielle la pauvreté des populations. Elle détruit l'économie et hypothèque l'avenir. Une des voies de solution pour résoudre les problèmes de sous-développement est la création des emplois qui constituent aujourd'hui, pour nous, un cheval de bataille. Par ailleurs, c'est ici le moment de saluer l'adhésion du gouvernement de la République, mon pays, aux principes et critères de l'initiative pour la transparence dans la gestion des revenus des industries extractives, l'ITIE, en sigle, initiative encourageante à laquelle la MIBA souscrit totalement et participe aux efforts des autorités publiques pour sa mise en œuvre. Nous sommes d'avis que la transparence dans la gestion des ressources naturelles et le flux d'avantages qui en découlent est fondamental pour toute perspective de développement durable et la réduction de la pauvreté. Cette transparence est aussi un gage pour les bailleurs de fonds et investisseurs potentiels. Notre entreprise, qui applique déjà les critères de l'ITA dans certains aspects de sa gestion, compte approfondir et améliorer les conseils indicateurs prônés par l'ITA à l'intention des entreprises du secteur minier. Nous pensons, à travers cet exposé, avoir, bien sûr, très rapidement contribué, pour notre part, à donner une piste de solution à la recherche d'une vision commune et à l'identification des actions à mener pour promouvoir une extraction équitable et durable des ressources en République démocratique du Congo. Voilà, je vous remercie. Nous allons parler sur le diamant dans le bassin. Donc, il y a déjà pas mal de points, pas mal d'éléments que le PAD de la MIBA a évoqués ici. Mais nous allons plus nous concentrer sur notre thème, qui est le pillage et l'exploitation abusive du diamant au Kassai oriental. Nous allons présenter en quelques mots le cadre juridique et les politiques nationales, les modes d'exploitation. Là, on ne va pas entraîner parce que le PAD a déjà dit beaucoup de choses là-dessus. La production, la commercialisation. Mais nous allons plus nous attarder sur la contribution du diamant au développement durable. Ensuite, interviendra la conclusion et enfin quelques recommandations. Le Kassai oriental est l'une des provinces, l'une des 11 provinces de la République démocratique du Congo. C'est une province qui est située au centre du pays. Cette province compte environ 7 millions d'habitants et les grandes activités sont l'agriculture, l'exploitation du diamant et l'informel. Parce qu'à ce jour, ce n'est un secret pour personne. Au Congo, les salaires n'existent presque plus. Et c'est l'informel qui fait vivre la grande partie de la population. Si je peux dire quelque chose par rapport au cadre juridique et politique suivies au niveau national, je veux dire que le secteur minier a intéressé le gouvernement depuis l'époque coloniale. Et là, il y a eu différents décrets qui ont été signés, notamment le décret de 8 juin 1888 et du 20 mars 1893. Après l'indépendance, ce secteur a encore retenu l'attention du gouvernement et là on a connu plusieurs législations. Il y a eu celle, notamment celle du 3 mai 67 portant sur les mines et hydrocarbures, celle du 2 avril 81 qui prévoyait 2 régimes miniers, le régime du droit commun ou légal caractérisé par l'existence des règles préétablies, le régime conventionnel caractérisé par la discussion sur les règles et les conditions qui devaient régir les accords entre parties.